Nous sommes en 1943. L'Europe est en guerre. Illuminée par les lumières rouges ternes du hangar du bombardier, la commandante Slate fait les 100 pas sur le plancher de l'avion. Ces 6 derniers mois nous ont amenés jusqu'à ce moment. C'est notre dernier coup. Votre mission est de tuer Adolf Hitler dans son zeppelin au-dessus de la tour Eiffel. Des boîtes en acier renforcé pendent du plafond. Au travers du verre blindé, des yeux la fixent avec une détermination inébranlable. Les gens, en bas c'est chaud comme l'enfer. Une fois arrivés, vous serez entourés de vermines nazies jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Elle marche vers un grand levier situé vers l'avant du bombardier. Bon vent et bonne chance. Elle salue les cercueils de largage et abaisse le levier. Les trappes s'ouvrent et vous tombez de l'avion vers les lumières d'un Paris crépusculaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif et gate opening qui genre tout au féminin et n'entend pas les râlistes crier tant ils ont été vite éparpillés en morceaux. Comment vas-tu, Alice ? Ça va mieux maintenant qu'il fait moins chaud. Ah ouais, moi aussi, hein, la vache. Ça fait du bien, il y a du vent, je peux ouvrir les fenêtres, je suis pas obligé de mettre la clim chez moi, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Et puis, voilà, juste un petit peu angoissé parce que j'ai particulièrement à la bourre sur la préparation de l'épisode du mois prochain. On va voir ce que ça donne. Moi, tu sais, on est le 23, il est 13h55, on enregistre, j'ai écrit mon script entre hier et ce matin. Je comprends. L'été, c'est compliqué, hein. On verra si on continue à faire 12 épisodes par an ou si on réduit l'été prochain. On n'y est pas encore, mais la question se pose quand même. Justement, on parle de frais, on parle d'été, on parle de choses. J'ai commencé à lire le manga Le Sommet des Dieux. Un truc d'alpinisme, l'adaptation d'un roman japonais de 97 par Jiro Taniguchi, donc l'auteur et dessinateur de Quartier Lointain. C'est vachement bien, c'est en 5 volumes, j'ai lu le premier volume, bon à 20 balles le volume je vais l'étaler un petit peu quand même, parce que je vais pas sortir 100 balles dans le mois là, mais c'est super cool. J'ai découvert ça en écoutant le podcast de la cellule. Ce qui m'a décidé à les lire, c'est quand tu les lis tu as froid en pleine canicule, je me suis dit c'est peut-être un bon plan. Tu les réserves, t'en prends un par an, en fait. Tous les étés, non, tu les relis tous les ans. Ouais. Bon, voilà, cela étant dit, on va passer à la question. Et alors, attention, question, j'espère que tu as bien réfléchi. Si tu pouvais éliminer un horrible leader politique ou militaire ou politico-militaire présent ou passé ou les deux, quel serait-il ? Alors, j'aurais bien essayé de troller en parlant de Franco ou d'aller dans le présent avec un autre vieux personnage avec le teint un peu orangé, mais... Le roi orange, tu veux dire ? Voilà, tout à fait. Mais l'instinct me dit qu'on va plutôt parler du grand classique dans ce genre de questions et qu'on va parler d'Hitler aujourd'hui. Ton instinct te donne raison, bien sûr, en partie parce que tu connais le jeu auquel on va jouer, puisque tu as fait partie de ma première moitié de partie test, forcément. Mais sache une chose, que ce soit Hitler ou le roi orange, Jack Black n'est pas d'accord avec toi. Le podcast est en pause artistique jusqu'à nouvel ordre. Là, je lance le générique de fin. Non, bien sûr que non, puisque je n'ai pas de carrière dans le doublage chez DreamWorks, donc ça va, en fait, je peux continuer à dire des horreurs sur des ordures. Alors, entrons dans le vif du sujet, on va parler des indices, bon, même toi tu connais le jeu, mais c'est important pour nos éditoristes de le situer. On va parler aujourd'hui d'un jeu indépendant britannique qui n'a pas été traduit à ce jour et qui ne le sera peut-être jamais, on ne sait pas. Un jeu très récent. Il est copyrighté en 2023, c'est le début du financement participatif, et il est sorti effectivement en 2024. C'est un jeu ultra violent et antifasciste, et enfin, c'est un jeu avec des vampires, incroyable. Au niveau des références pop culture, encore une fois, on est sur une proposition très radicale qui appelle à peu de ressemblance avec des œuvres existantes. Bon, néanmoins, je suis un petit peu obligé de penser à Inglourious Basterds, le côté vampire en moins, mais
Toujours dans les films, on peut se rapprocher de The Old Guard. Donc c'est un comics qui a une excellente adaptation en film. Les deux sont excellents. Et tu me disais que tu ne connaissais pas The Old Guard, on Non. en parlait. Non. C'est peut-être aussi le cas de nos auditeurs. Alors le film est sur Netflix. C'est une première partie d'une trilogie, mais le film se suffit en lui-même pour le moment, puisque la suite a eu du retard et n'est toujours pas sortie. The Old Guard, en 2 mots, ce sont des gens qui sont immortels. C'est-à-dire que quand ils meurent, ils reviennent à eux intacts quelques secondes après. Et ils forment une espèce de commando d'élite, mais voilà, c'est des mercenaires. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails, parce que l'histoire est assez complexe et c'est difficile de bien l'aborder en peu de temps, puis c'est pas vraiment le sujet non plus. On va passer du côté des jeux vidéo. Je ne peux pas ne pas citer la saga Wolfenstein, particulièrement les 2 derniers, qui sont beaucoup plus pulp que les autres, New Order et New Blood, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des trucs un petit peu délirants dans les autres, mais il n'y a pas ce côté un peu toute puissance du personnage principal. Donc voilà, plutôt ces 2 derniers. Et on pourrait même aller flirter du côté des mangas en parlant d'Hellsing, mais bon, je mets un petit bémol là-dessus, puisque je connais pas très très bien Hellsing. Mais on a ce côté-là de vampire surpuissant, et il me semble qu'il se bat contre des nazis aussi à Lucas. Peut-être que je dis n'importe quoi. C'est possible. De toute façon, un bon personnage de comics, quand on a l'occasion, va dégommer du nazi à un moment ou l'autre, ou du fasciste à minima. Bah, bien sûr. Évidemment. Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir parler d'Alien cette fois-ci, je me flagellerai comme il se doit. Peut-être que pourtant, on pourrait parler d'Alien 2, le côté super militaire, gros bourrin, mais non, vraiment, ça marche pas. Tant pis, je me flagellerai après l'épisode. On va, comme tu le sais, parler aujourd'hui de It's the Reich, de Grant Howitt et Will Kirkby, un jeu en financement participatif dont le lancement a été fait le 17 août 2023 et qui a été backé en 31 minutes. On en parle des financements participatifs anglo-saxons avec des temps absurdes. Ben voilà. Je vais d'ailleurs me permettre une petite parenthèse, puisqu'en fait l'auteur du jeu c'est Grant Howitt. Will Kirkby, c'est l'artiste. Tout ce qui est visuel, tout ce qui est machin, c'est lui qui les a fait. C'est un dessinateur d'ailleurs qui a travaillé avec Matt Mercer et compagnie. Là, j'ai oublié le nom. À chaque fois, j'oublie. Critical Role. Merci. Il a fait des comics Critical Role. Donc Grant Howitt et Will Kirkby sont crédités sur la couverture et dans le manuel à part égale. En réalité, l'équipe est un petit peu plus grande, mais je vais y revenir plus tard une fois que j'aurai fini de présenter le jeu. Alors Grant Howitt, on le connaît pour d'autres jeux de rôle, comme Honey Heist, où on joue des ours braqueurs, qui font un braquage dans une convention de miel. C'est un 2-page RPG, pour référence. Il a aussi fait Jason Statham's Big Vacation, où, pareil, c'est un 1-page RPG, on doit faire en sorte que Jason Statham passe de bonnes vacances et se fasse pas tuer par son adversaire, le Wesley Sniper. C'est assez barré, c'est très drôle. Dr Guillotin m'a dit qu'il y avait une partie de Jason Statham's Big Vacation sur le podcast JDR Academy, qui est vraiment pas mal. J'ai écouté un de leurs trucs sur Horrific, c'est vraiment sympa. Donc s'il vous faut des références de podcast, eux c'est de l'actual play pour la peine, donc c'est peut-être complémentaire de ce qu'on fait nous. JDR Academy, qui est en français. Grant Howitt a aussi fait Spire, où on joue des elfes noirs révolutionnaires dans une cité où ils sont opprimés par les hauts elfes. Qu'il faut encore que je me renseigne d'ailleurs sur Spire. Il est sur ma liste des jeux à récupérer et à lire d'ailleurs. Et il a aussi fait Heart Beneath the City, un dungeon crawler dans, ou plutôt sous, l'univers de Spire. Alors celui-là je l'ai pas lu, donc je vais pas pouvoir en dire grand-chose. Parlons donc maintenant de It's the Reich. Bien sûr, faut-il vraiment le préciser? Je ne sais pas, mais c'est un jeu de mots par rapport à It's the Rich, un slogan anticapitaliste principalement. Ouais, anticapitaliste, voilà, tout à fait. Là, habilement détourné en It's the Reich, le Reich étant bien sûr l'Empire allemand. C'est moins drôle quand on l'explique, mais s'il y a des gens qui sont hermétiques à l'anglais, qui ne connaissaient pas le slogan, ou peut-être qui n'ont pas une très grande culture historique et qui ne comprennent pas ce que c'est le Reich, ça me semblait important de le dire. Et en toute bienveillance, bien sûr. Bien sûr. Je vais lire la première page du manuel pour mettre un peu le principe du jeu. Année 1943. L'Europe est en flammes. Vous êtes une unité commando d'élite de vampires badass avec un seul objectif, boire tout le sang d'Adolf Hitler et déstabiliser ainsi fatalement la machine de guerre nazie. Que demander de plus, voilà. Je vais faire un petit disclaimer déjà sur le fait que le jeu c'est en fait un seul scénario et qu'il faut le voir un petit peu comme un jeu de plateau, pas tant au niveau du matériel que de ses mécaniques, mais
je vais y revenir. Ça. Je préfère aussi dire que cette précision, c'est pas un jugement, c'est pas négatif. Et justement, ça, je vais y venir dans ma conclusion. On va pouvoir parler des personnages joueurs. Donc les PJ, ce sont des pré-tirés, il y en a 6. Il est possible de créer un personnage original, mais ça n'est pas encouragé par le jeu. Puisque, en fait, il y a une vraie réflexion sur les personnages, leur look aussi, puisqu'ils sont quand même dessinés par un super dessinateur de comics. Ils ont tous une magnifique illustration. Enfin, Vous pouvez profiter de juste l'image d'icône de l'épisode, hein, mais dites-vous bien que le livre est magnifique. ah ouais, le livre, bah, honnêtement, moi, c'est les visuels qui m'ont fait acheter le livre. Hein. Je savais pas si ça allait être bien, mais j'ai vu le truc, ça a l'air incroyable. Et puis le pitch était fou, quoi. Et il y a un autre point qui m'a fait baquer, mais ça, je y reviens beaucoup plus tard. En tout cas, les PJ sont des êtres surnaturels. C'est pas vraiment tous des vampires, il y a genre de la goule, du nécromancien ou encore une chauve-souris humanoïde. Malgré tout, ils sont très durs à tuer, ils ont des capacités de régénération, etc. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Par commodité, on va parler de vampires, puisqu'ils ont besoin de sang. Aussi, même le nécromancien, pour ses pouvoirs, il a besoin de sang. Les PJ sont définis par 7 caractères qu'on pourrait appeler des actions. Je vais les donner en français et en VO. Donc il y a se bagarrer, brawl, pour tuer des nazis au contact. Manipuler, con. Donc con, c'est vraiment les arnaques hein, en anglais, donc je trouve manipuler, ça me semblait pas mal. Pour influencer des nazis avec des mensonges, de la flatterie ou son seul charisme. Et ensuite bricoler, donc fixe, pour réparer ou modifier des infrastructures. Chercher, search, pour investiguer ou découvrir des informations. Tirer, shoot, pour tuer des nazis à distance. Alors tuer des nazis, vous savez, il y a quand même 2 compétences pour tuer des nazis. Se faufiler, sneak, pour échapper à la détection et minimiser les perturbations. Et enfin, terrifier, terrify, pour effrayer les nazis jusqu'à ce qu'ils se montrent plus coopératifs. Ces actions sont chiffrées de 1 à 4, le plus gros étant le mieux, puisqu'on va jeter autant de dés qu'on a de points dans la caractère. Les PJ disposent aussi d'un équipement et de compétences qui leur sont propres, et ils pourront aussi débloquer des capacités avancées si, ou quand peut-être, ils boivent du sang d'Ubermensch. Alors les Ubermenschen, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des créatures, enfin des humains, des surhommes, hein, c'est ce que ça veut dire. Des humains augmentés, donc il y a une sorcière, il y a peut-être un loup-garou, il y a un démon, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Et enfin, donc sur la fiche, il y a une jauge de points de sang donc qui va de 0 à 10, qui servent à se soigner et à utiliser certaines capacités qui requièrent du sang. Et il y a 6 cases de blessures, en sachant qu'un PJ meurt s'il accumule 6 coches de blessures. Ça n'arrive pas souvent, n'est-ce pas ? Non, c'est sûr. Du côté de la meneuse de jeu, on est dans un rôle assez classique. On fait vivre l'adversité, on plante le décor, rien de très surprenant en somme. Cela dit, It's the Reich est un peu particulier en ce sens qu'il est explicitement dit qu'il faut être ultra violent, imprécis et qu'il faut y aller à fond. Je cite toujours le manuel en disant qu'il ne faut pas faire une mini-série HBO de 6 parties, mais il faut décrire le carnage de 6 êtres surnaturels lâchés dans un Paris occupé. Oui, parce qu'on n'est pas là pour enfiler les perles. C'est ça. Et le côté imprécis aussi, c'est dans le sens où, non, on n'est pas là avec une battle map à calculer les déplacements des uns et des autres. C'est vraiment extrêmement narratif et on s'en fout. S'il y a besoin qu'il y ait une porte sur cette face du bâtiment, il y a une porte sur cette face du bâtiment, en fait. En théorie, le jeu ne demande pas une immense préparation, puisque chaque lieu est décrit, ainsi que l'opposition qu'on y rencontre et éventuellement le butin qu'on peut y trouver. Mais dans les faits, et je pense que c'est aussi lié au fait que le jeu soit en anglais et qu'il faille être hyper réactif tout le temps, je dirais qu'il faut mieux avoir potassé les différents lieux avant de lancer une partie. Moi, ça a été mon erreur, je l'ai pas fait et je sais que ça nuit au rythme de ma partie test. Rien de très dramatique non plus, mais ça faisait on va à tel endroit, attendez, faut que je lise, attends, c'est quoi ce mot-là en fait déjà, mince. Au niveau des règles, par contre, c'est très simple et on va y venir tout de suite, ça tombe bien. Une scène se déroule comme suit. Les PJ arrivent dans un lieu, la meneuse décrit l'endroit et pose le challenge de la scène et l'opposition qu'on y rencontre. Ensuite, les joueuses disent ce que leurs PJ vont faire et la meneuse jette les dés. Donc là, on va faire une parenthèse système. Donc la meneuse va jeter un certain nombre de D6, c'est que du D6, selon la menace. Les 1, 2 et 3 sont des échecs, et les dés qui ont fait 4, 5 et 6 sont des réussites. Elle pose les réussites sur la table à la vue des joueuses, ce sont les blessures potentielles que vont subir les PJ. Là, les PJ vont agir en lançant leur caractère et en utilisant éventuellement une ou plusieurs de leurs pièces d'équipement. Ces équipements ont une utilisation limitée, mais donnent chacun un dé en plus,
et peuvent fournir un bonus de circonstance, comme la dynamite, qui donne 4 dés en plus si on l'utilise pour saboter un bâtiment. Enfin, il faut savoir que la dernière utilisation d'un objet donne toujours un dé supplémentaire, ceci pour pousser les joueuses à utiliser leur matériel, en récupérer d'autres, etc., etc., etc. Du côté des joueuses, les 1, 2 et 3 sont toujours des échecs, ça change pas. 4 et 5, ce sont des réussites. Mais 6, c'est un critique, qui donne soit de réussite, soit permet l'activation d'une capacité spéciale. Et les réussites, à quoi ça sert ? Eh bien, ça peut servir à se défendre, donc pour réduire les attaques des nazis, jusqu'à les nullifier, bien sûr, à remplir l'objectif, à attaquer les menaces ou à récupérer des points de sang. Une fois que l'objectif est atteint ou que la menace a été éliminée, les PJ peuvent passer à un autre lieu de leur choix. Est-ce que ça te semble clair ? Oui. J'ai fait un gros effort de clarté, Tout à normalement, fait. dessus. C'était pas facile à résumer, parce que dans le manuel, c'est visuel. D'ailleurs, tu nous avais fait passer le manuel pendant la partie test d'ailleurs, hein, pour qu'on voit Ah oui, bah oui, pour qu'on le moi voit. enfin, c'est tellement parlant, je trouve. Il faut savoir, puisqu'on parle de lieux et de scènes, que le Paris occupé est divisé en 3 secteurs, hein, qui contiennent en moyenne 6 lieux, alors techniquement 6, 8 et 4 lieux, mais bon, du coup ça fait 6 de moyenne. Les PJ sont largués dans le secteur 3 et doivent aller au cœur du secteur 1, là où il y a la tour Eiffel et le zeppelin d'Hitler attaché au-dessus. Il est conseillé dans le manuel de faire 2 à 3 lieux d'un secteur avant de passer au secteur suivant. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, on peut faire tous les lieux avant de passer au celui d'après, ou aller très très vite. C'est un peu pourquoi se presser quand c'est bon. Moi, j'ai fini de présenter le jeu. Là, si tu as des choses à dire sur le jeu, tu peux y aller. Il me reste, on va dire, toute ma critique, mais la partie présentation est faite. Non, pour le coup, d'un point de présentation, c'était clair. C'est plus d'un point de vue, ayant du coup fait une partie de la partie test. En termes de critique, j'aurais peut-être à ajouter, à moins que tu en parles de ton côté. Évidemment, je ne connais pas le script. Mais non, en termes de présentation, c'était assez clair pour le coup, je trouve. Ok, super. Alors, moi, dans un premier temps, je vais déjà revenir sur les différents éléments auxquels j'ai fait un renvoi. J'ai dit on reviendra plus tard, bah, c'est maintenant. Je vais commencer par l'équipe du jeu. J'avais dit on va y revenir plus tard, l'équipe est plus grande. Donc il y a Grant Howitt à l'écriture, Will Kirkby au dessin. Bon, je passe très rapidement sur Maz Hamilton qui est producteur, hein, parce que, ok, c'est très bien, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Parce que ce qui m'intéresse, ce sont les sensitivity readers. Je vais faire un petit rappel sur ce qu'est un ou une sensitivity reader. Donc c'est une personne qui relit un manuscrit pour y déceler d'éventuels biais sexistes, racistes. Alors quand je dis raciste, bien sûr, ça peut être islamophobe ou antisémite, hein, bien sûr, ou LGBTophobe, qui aurait échappé à son autorisme. Souvent, un homme blanc cis-het, on ne va pas se mentir. Donc de manière générale, quelqu'un qui n'est pas concerné par le biais en question, nécessairement. C'est certainement pas une première dans le monde du JDR, mais c'est quelque chose que l'équipe a choisi de mettre en avant dans la campagne de financement participatif, et ça, c'est quand même pas rien. Moi, c'est un des éléments qui m'a fait y aller à fond, quoi. Parce qu'il y avait vraiment la liste avec l'équipe, donc hop, l'auteur, l'artiste, le producteur, et bam, sensitivity reader, sensitivity reader, sensitivity reader. Donc ça, je fais, ah ok, c'est pas mal. D'ailleurs, je vais développer l'équipe. Mais d'abord, je fais un petit passage sur quand même la Seconde Guerre mondiale. Parce que la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, c'est quand même quelque chose de très lourd, que ce soit à propos de l'Holocauste, bien sûr, hein, ou du traitement des personnes homosexuelles, ou des personnes en situation de handicap. Là, il est question de faire vivre, et de faire mourir fort heureusement, des nazis, qui sont des monstres. Je donnais un indice le mois dernier, je disais, pour tuer un monstre, il en faut parfois 1 ou 6 qui se respectent. C'est une phrase tirée du jeu. Les PJ, ce sont des anti-héros, mais ils ont des limites à ne pas franchir. C'est abordé d'ailleurs dans le livre de façon très cool, avec 4 paliers de violence. La violence qu'on accepte et qu'on ne remet pas en question, comme tuer des nazis, par exemple. Celle qu'on peut questionner, comme se glorifier du fait de tuer des gens, fussent-ils des nazis. La troisième étape, celle condamnable, c'est la violence des méchants, qui oppriment une population, entre autres. Et enfin, la violence interdite, celle qui parle, entre autres, de sévices sexuels ou du mal fait à des enfants. Et donc c'était important, je pense, d'avoir 3 sensitivity readers que je vais quand même citer. On a Oliver Hoffman, qui est spécialisé en vampires. C'est lui qui a introduit Vampire la Mascarade en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. On a aussi Marta Palvarini, une activiste queer et antifa qui est chercheuse en gender studies et en marxist studies. Donc quand même plutôt pas mal concerné. Et nous avons Rue Dickey, une personne métisse non-binaire juive et en situation de handicap. Donc là, on a couvert pas mal de champs, hein, quand même. Oui. Mais ce serait sans compter James Mendez Hodes, qui est consultant historique pour le jeu, et dont le père était un juif américain qui a participé à la Seconde Guerre mondiale. Donc là,
On a quand même une belle équipe de relecture, je trouve, et ça se ressent vraiment positivement dans le jeu. Il y a une vraie réflexion sur le fait de, par exemple, ne pas faire l'accent allemand, qu'il juge trop stéréotypé, sauf si on peut facilement passer de l'accent bavarois à l'accent berlinois et d'en maîtriser encore 2 ou 3 autres, histoire de ne pas être trop stéréotypé dans ce qu'on fait. Ou encore dans le fait qu'il est écrit noir sur blanc de seulement mentionner la gestuelle nazie, de ne pas la mimer. Pareil, à la fin, bon c'est un mini spoiler mais qui ne spoile rien, il est interdit à la meneuse de faire prendre la parole à Hitler. Il n'a pas le droit de parler, il a seulement le droit de mourir en étant à la merci des PJ. Et ça c'est pas mal quoi. C'est important. Ça évite les glissades, hein, tout simplement. Et d'ailleurs toujours dans ce qui m'a plu dans le manuel, au début il y a une liste de trigger warnings, dont le sang, le vampirisme, les nazis et Adolf Hitler. Adolf Hitler est un trigger warning du jeu. Bah oui, mais c'est important de le dire. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est un trigger à part entière, quoi. Mais en même temps, c'est drôle de le mettre dedans, parce qu'on sait que ça parle de ça, Mm. mais en même temps, c'est important de le mettre. Ouais. Et en page 5, je veux citer le manuel, en face d'une radio des dents d'un vampire avec griffonné par-dessus Capsule Die, il y a le paragraphe, donc, la posture éthique sous-jacente du jeu, qui nous dit ceci. Alors j'ai fait une petite coupe dedans, mais je vais en lire l'essentiel. Ce jeu n'est pas un acte de résistance, c'est un acte de créativité qui reflète notre frustration née du problème nazi qui a lieu dans le monde. C'est là que je fais une coupe dans le texte. Cela étant dit, nous pensons que dans le monde réel, si quelqu'un vous indique qu'il a choisi de devenir un nazi, vous devriez envisager d'utiliser la violence contre lui, en fonction bien sûr de vos capacités, de votre sécurité et de votre convenance, avant que lui ne choisisse la violence envers vous ou envers une personne vulnérable. Nous considérons également la violence antifasciste fondamentalement différente de, disons, la violence infligée à des orques dans un jeu Medfan. Les nazis ont indiqué qu'ils sont maléfiques, dangereux et oppressifs pour vous de par leur choix, là où tuer un orque juste parce qu'il est né orque est définitivement raciste. Et ça, c'est exactement ce que ferait un nazi. On est page 5. Ouais. On est bien. J'ai un autre axe. Oh, un axe dans un jeu qui parle de nazis. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Incroyable. Pour citer une carte du jeu Munchkin, un jeu est toujours mieux quand on tue des nazis. C'est une carte qui vous fait gagner un niveau, d'ailleurs. Et bon, c'est vrai. D'ailleurs, je pense honnêtement que sans ça, le jeu ne tiendrait pas parfaitement. Non pas qu'il soit mauvais, mais il est un petit peu bancal. Le système de résolution des actions par objectif ou par menace est limité. En tant que MJ, je peux que mettre des dégâts, par exemple, sur mes succès. Donc j'ai dû improviser une règle pour la discrétion en cours de partie, en déterminant que oui, les succès en se faufiler comptaient pour éliminer les succès d'attaque des nazis. Dans le sens où comme ils vous voient pas, ils vous tirent pas dessus, ils vous font pas de dégâts. Mais c'est vraiment tiré par les cheveux. Pareil, la difficulté est à la ramasse. Et c'est pas grave. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir des vampires commandos zigouiller des nazis. Mais ça n'empêche que... Eh oui, de tout le scénario, il y a eu qu'une ou peut-être 2 blessures côté PJ qui a été immédiatement soignée. Plusieurs Ubermenschen sont morts en un seul tour. Mais on s'en fout, c'est fun, on tue des nazis. C'est écrit dans le jeu, ça sert à évacuer sa frustration. On y a joué, d'ailleurs avec toi, juste avant le 2e tour des législatives, et c'était jouissif. Alors clairement, ouais, c'est pas un jeu pour tout le monde. Mais pour le public cible, au bon moment, c'est une parfaite parenthèse d'évasion violente antifasciste. Moi, justement, je continue là-dessus sur l'aspect critique, sur la résolution d'une scène donnée. Alors, après, c'était le ressenti que j'avais sur une demi-partie, hein, donc ça a ses limites. Mais j'ai l'impression que tu as plutôt intérêt à... disons que si tu es très à vouloir aller au but directement, à vouloir régler la situation le plus vite possible, tu vas finir le jeu dans un temps très très limité, parce que si tu te concentres sur un seul objectif donné, tu vas vraiment expédier la scène très rapidement. C'est vraiment quelque chose qui est possible. Et il y a un peu un côté... Enfin, je sais pas, moi, à des moments, je me suis dit, je vais faire exprès de ne pas agir sur l'objectif principal. Je me suis dit, on va vraiment tout finir trop vite. Oui, mais après, le jeu est prévu pour être rapide. Hein. Ils annoncent 6 heures de jeu. Donc ils annoncent d'ailleurs qu'ils conseillent d'ailleurs de faire en 2 ou 3 fois. Nous on l'a fait en 2 fois, ça passait pas mal. Mais comme en fait justement c'est vraiment ultra rapide tout le temps, faut être au taquet, tac au tac en permanence, c'est très très fatigant. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais par exemple chaque fois qu'un PJ utilise un objet, il faut l'ajouter dans sa narration sur comment tu le décris, machin, etc. Donc du coup c'est très très dynamique et très très exigeant en termes de réflexion en fait. Mais ouais, c'est vrai que parfois... Enfin, voilà, une fois encore, j'ai fait qu'une demi-partie. Voilà. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une bonne partie de la scène qui aurait pu ne servir à rien et que on était donc 4
4 personnages et que potentiellement, il y en aurait qui auraient quasiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit, qu'on aurait déjà quasiment réglé la scène, quoi. Bah oui, c'est vrai que c'est ce que je dis par rapport à la difficulté. À 4, c'était absurde. Ouais. Il faudrait pouvoir doser la difficulté en fonction du nombre de joueurs. Je n'ai pas revérifié pour l'écriture, mais je suis à peu près sûr que ce n'est pas proposé par le jeu. Mmh. C'est pas extrêmement grave. Non. Le jeu remplit son objectif, mais effectivement, moi, enfin, c'est que des scènes d'action. Il y a peut-être eu que quand vous êtes allé dans la planque de la résistance où il y a eu un petit peu de roleplay, mais avant que la police commence à arriver et que ça parte à nouveau en fusillade. En fait, il y a un côté très jeu vidéo. Enfin, je te parlais de jeu de plateau, mais ça fait aussi très jeu vidéo. C'est une succession de scènes d'action, quoi. Alors que pourtant, 4 devrait être le nombre idéal pour jouer à ce jeu-là, parce qu'à 4, Oui. je sais pas si tout le monde va l'avoir celle-là, hein, mais Le jeu n'est pas au format A4, hein, tiens à le dire. Est-ce que tu aurais envie d'y rejouer ou de le faire jouer, peut-être? y rejouer, ouais, pourquoi pas. Notamment la faire en entière, hein, bien sûr. Faire jouer, je serais pas contre, mais c'est pas forcément, ce serait pas forcément la première chose vers laquelle j'irais. Je comprends. Je te pose la question parce que pour moi le jeu a assez peu de rejouabilité côté joueur. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu changé ma question. D'habitude je me dis est-ce que tu as envie d'y jouer ou d'y rejouer si tu as déjà joué. Là j'ai rajouté de le mener parce que il y a peu de rejouabilité en fait. Ouais. Tu ne verras pas forcément les mêmes choses, ce sera pas les mêmes situations, pas les mêmes jets de dés, pas la même équipe, mais voilà. Alors c'est vrai qu'après il y a des choses que j'ai pas mentionnées. J'ai pas parlé de la mécanique de flashback par exemple qui va permettre de relancer des dés en rajoutant un peu de lore dans une mission antérieure avec un autre membre de l'équipe, etc. Donc, il y a des choses qui sont assez rigolotes, hein, mais voilà, le cœur du jeu, c'est vraiment que des scènes d'action, pas des masses de roleplay et tout, mais c'est pas grave, c'est pas le but du jeu. Et c'est sympa aussi d'avoir des jeux un petit peu défouloirs. Mais force est d'admettre que le fait que je me sente potentiellement d'y rejouer un jour vient du fait que je ne suis pas allé au bout. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans le jeu, ils proposent aussi des variantes. Ils disent, bah voilà, vous avez fini le truc. On pourrait imaginer Franco, on pourrait imaginer, pourquoi pas Trump, hein, c'est pas mentionné dans le jeu, mais ça pourrait se faire. Giorgia Meloni, qui se retrouve à faire une politique avec encore plus d'ouverture que le gouvernement précédent, alors qu'elle a été élue sur un programme anti-immigration. Mais bon, c'est le jeu. Et l'absurdité de l'extrême droite, d'ailleurs. Mais ouais, il propose... Alors, mais c'est juste comme ça, il lance l'idée. C'est à nous de faire le boulot, d'avoir le setting, d'avoir les lieux, etc. Mais voilà, de s'amuser à tuer le roi, à tuer... voilà, c'est plutôt Churchill. Voilà. Nous avons une question également aujourd'hui, il me semble, Oui. Alice. Comme chaque mois, nous avons une question qui est... Alors, je l'ai noté, j'ai oublié de noter qui l'avait posé. Ah bah écoute, c'est celui qui nous pose toujours des questions, hein. Le paparazzi. Ben oui. La question étant, avez-vous un archétype de personnage favori? Et si oui, arrivez-vous à vous en détacher malgré tout? Depuis 4. C'est une question, voilà, de petit quai, effectivement. Ben, vas-y Alice, je te laisse parler du coup. Je n'ai pas vraiment d'archétype favori en tant que tel, même qu'il y a des sujets qui me parlent. Par contre, j'ai un type de personnage sur lequel je tends à aller. Plus une table va être longue, plus mes personnages vont se transformer vers cet archétype-là, en l'occurrence. Ce qui répond aussi à la deuxième partie, du coup, est-ce que j'arrive à en détacher? Difficilement, du coup. C'est une sorte d'évolution convergente, qui est donc un personnage qui va être très loyal en termes d'alignement, j'entends, hein, très dans les règles, et qui va être d'alignement bonbon, c'est-à-dire vraiment qui va toujours lutter contre toute injustice qu'il voit, qui va avoir beaucoup de difficultés à être moralement gris, en fait. C'est que plus j'avance dans un personnage, plus il a tendance à se paladinifier d'une certaine manière. Oui, la paladinification. C'est quelque chose, j'ai tendance à y revenir. Le personnage que j'ai tenu le plus longtemps, donc une table sur laquelle tu es aussi, je jouais, parce qu'elle s'est terminée il n'y a pas longtemps, une Félix dans l'écriture, dans la création du personnage. Je vais parler d'alignement parce que c'est pratique de se rendre compte, hein, était censé être d'alignement chaotique. Il a fallu quoi, 2-3 séances pour que ça change. Mais chaotique, non, en fait. On est revenu sur voilà, une façon de faire, sur un règlement interne, hein, d'une certaine manière, sur une méthodo qui vient du fait que moi-même, en tant que personne, je suis très procédural, donc c'est de là que ça vient. Alors, juste, pardon, je précise deux choses. Donc, Félix, c'est des individus chats, hein, voilà. Ok, bon, tu fais bien de préciser. Clair pour tout le monde. Et un autre truc drôle, sur la même table, ton personnage avait un frère adoptif qui, lui, était censé être loyal.
Et lui agissait de façon chaotique et ton personnage agissait de façon loyale. Ouais. Donc c'était extrêmement C'était très drôle. drôle, effectivement. Mais ouais. Et ça s'explique, alors hormis une question de caractère personnel aussi, ça s'explique aussi sur, pour le coup, des sujets favoris que j'ai, enfin pas forcément favoris, mais des notions qui marchent très bien sur moi en tant que de personnage, sur ce personnage de jeu de rôle ou dans la fiction de manière générale, tout ce qui touche au sacré ou ce genre de choses. Pour ceux qui ont joué à Baldur's Gate 3, l'un des moments marquants de l'acte 2, ça vous dira peut-être quelque chose, ce genre de choses. Ah oui. Voilà. Ce jet de persuasion des D25. Non, 35 d'ailleurs, je crois. Ou alors tu lui laisses faire son jeu. Si Je t'as sais. pas merdé avant, Bah, normalement c'est bon. Justement, c'est pour ça que C'est ça qui est génial. ma réponse impliquait ça, Ouais. justement. Mais ouais, non, tout ce qui et quand je dis sacré, d'ailleurs, ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il y a certaines œuvres, je digresse un petit peu, hein, mais bon, Graisse un petit peu. il y a des j'ai envie de t'insulter là tout de suite, mais il y a des œuvres où ce qui va être sacré, ça va être le pouvoir de l'amitié, par exemple. Fairy Tail, c'est un peu comme ça, par exemple. Tu vois, tout ce qui... Ouais, ouais. Parce que c'est dans la diésèse de l'œuvre quelque chose qui est irréductible, qui sera toujours là, qui sera toujours une force bénéfique. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, du coup, nécessairement, ça se retrouve implicitement dans l'évolution que mes personnages ont quand je me relâche un peu. On tend vers cette grandeur voulue. Voilà. Et toi, du coup? Moi, j'ai des archétypes de personnages, effectivement. Moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle, je jouais beaucoup voleur. Roublard, machin, des personnages basés vraiment agilité et discrétion et machin. Alors j'ai jamais été dans l'archétype du voleur qui cache des trucs au groupe et qui leur fait les poches et tout, ça m'a jamais plu. Mais vraiment d'avoir ce personnage-là qui est pas sur la force, qui est pas sur la robustesse, tu vois, mais qui va triompher malgré tout en fait. Donc un peu le concept opposé à cette image canonique, voilà, du chevalier en armure, machin, tout ça. Non, ça a évolué après avec ma pratique rôliste où en fait je me suis dit mais en fait mage c'est bien parce que c'est plus complexe. Ouais. T'as plus de choses à savoir, t'as plus de choses à gérer. Shadowrun par exemple, ça a été vraiment un tournant pour moi. C'est là que j'ai fait non, moi, j'arrête maintenant, je joue mage. La magie dans Shadowrun c'est vraiment cool. Parce que y avait cette surcouche en fait de système, tu te rajoutes un système de magie, des capacités que les personnages non mages n'ont pas, et éventuellement carrément une autre vision du monde. Donc c'est vachement intéressant en fait d'avoir ça. Bref, globalement des personnages qui réfléchissent beaucoup quand même, on va pas se mentir, puisque pas forcément sûrs de leur force ou de leur robustesse, forcément des personnages qui doivent réfléchir avant d'agir. Et ça va être effectivement la tendance que j'ai. Mais j'arrive à m'en détacher parce que en tant que joueur expérimenté, je considère que c'est mon devoir de choisir mon personnage en complément du reste du groupe. Je choisis toujours en dernier. Et du coup, je prends le rôle qui manque. Et je me retrouve très souvent sans mon archétype. Dans la table que tu citais, à une exception près, mais en fait je me suis rendu compte au bout de genre 3 scénarios que c'était pas possible que je joue ce personnage-là. J'ai dû jouer le guerrier, le tank, parce que il n'y avait que ton personnage qui était clair et mage. Et son demi-frère qui était roublard, et après ça a changé, je me rappelle même plus de son personnage. Bon, c'est pas grave, en tout cas c'était druide. Donc pas des personnages qui encaissent forcément. Et pas le genre de druide qui se change en ours. C'est ce que j'allais dire. Donc bref, il y avait clairement un rôle d'absorption de dégâts qui manquait, donc j'ai dit je vais jouer que des personnages combattants parce que c'est ce qu'il faut. Et mon premier personnage, lui, il réfléchissait pas du tout. Je faisais exprès de ne pas écouter l'histoire parce que mon personnage ne comprenait pas. Je faisais les pires trucs possibles. Quelle que soit la situation, j'imaginais la pire chose possible, la chose la plus absurde, et je la faisais. Ce qui m'a amené à squeezer les 2 tiers d'un scénario, parce que personne n'aurait pensé à faire le truc absurde, et c'était la solution. Mais voilà. Après, je peux être aussi très inspiré par des œuvres qui vont me faire aller vers 2 types de personnages. Mon avant-dernier personnage en date de cette table, j'en ai eu 4. Oui, c'était la personne qui a le plus changé de personnage sur cette table. Donc,
Mais moi, j'adore le changement. Ça me saoule, en fait, de garder le même personnage. Moi, j'ai besoin de tester des trucs. J'ai trop d'idées de personnages en tête. Tu vois, il faut que je les joue. Bah, moi, j'ai plein d'idées de personnages aussi, mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout aussi, toujours sur le côté glorieux, hein, les voir à leur maximum. Donc, du coup, moi, il me faudrait surtout 2-3 jours de plus par semaine. En vrai. Non, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Mm. Hein. Mon premier personnage, il est mort parce que ça avait beaucoup de sens pour la narration qui meurt. Mhm. Déjà parce que tout le monde le pensait invincible. Et ensuite, ça apportait vraiment quelque chose. On Oui. en a parlé vraiment beaucoup en amont avec le meneur. Voilà, c'était calculé. On avait tout anticipé, tout. Le deuxième personnage, en fait, j'ai fait, mais en fait, si je joue ce personnage-là, on n'a pas de tank dans le groupe. Mhm. Donc il faut qu'il parte, mais je l'ai fait partir à un bon moment malgré tout. Et mon troisième personnage, il a eu tout un arc incroyable, jusqu'à devenir fée et à être assez haut placé dans la cour de l'automne. En fait, il est parti au moment où ça n'avait plus aucun sens qu'il reste avec vous. Mhm. Je les ai amenés jusque là où je voulais les amener, bon, sauf mon deuxième personnage du coup qui était un sorceleur. Hein, que, bon, c'était pas un bon élément pour le groupe. Mhm. En termes de roleplay, c'était super, mais en termes de composition d'équipe, c'était pas bon. Mais donc, mon troisième personnage, c'est le fait d'avoir fait God of War Ragnarok, où bon, j'avais déjà eu, enfin, le personnage, je l'avais créé avant. Et puis, en jouant à God of War Ragnarok, je suis ah, mais tiens, il y a tel élément, je pourrais rajouter ça, etc. Donc, notamment, sa lance, c'était inspiré de ça. On ne recommandera jamais assez la chaîne désormais éteinte de Tulok the Barbarian, qui faisait des builds de donges adaptés de personnages de la pop culture. Donc voilà, c'était une grande source d'apprentissage pour moi. Et du coup, je peux aller vers un type de personnage qui n'est pas dans mes archétypes, parce que je fais, ce personnage il me plaît, j'ai envie de faire quelque chose qui y fait référence. Ou aussi, il y a certains univers qui sont pas propices à des archétypes classiques. Oui. Alors je pense par exemple à Prosopopée, hein. Voilà. Je pense aussi à Girl Underground. En 2 mots, Alice au pays du magicien de Narnia. Donc un mélange entre Alice in Wonderland, Wizard of Oz et Narnia. Ou encore à La Couvée, un jeu avec des aliens mutants, mais on joue les aliens. Oh, j'ai dit alien, j'aurais pas besoin de me flageller. C'est bon, on a gagné. Voilà, moi, je pense que ça conclut ma réponse à cette question. Moi, je vais compléter quelque chose pour le coup. Alors déjà, par rapport à ce que tu as dit, effectivement, le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup faire des personnages inspirés de personnages de fiction. Ouais. Je répète, tu l'as dans une autre vie, peut-être, qui sait. Et donc, du coup, ça me permet notamment de les ancrer. C'est-à-dire que parfois, je reviens... Évidemment, ils sont pas égaux à leurs origines, mais du coup, parfois, je reviens au personnage original pour justement les ancrer et pas faire cette évolution que je fais visuellement, naturellement. Ah oui, t'as aussi ce truc-là d'avoir un thème musical pour un personnage, totalement, ouais. qui je trouve est une excellente idée. Moi, c'était pas ma pratique, mais j'avoue que je m'y suis mis à ton contact, et c'est vrai que ça marche bien. Que ça permet effectivement d'ancrer. Je me le mets en fond 1 ou 2 fois avant de commencer les parties, et du coup, voilà, ça me met dans l'ambiance telle que j'avais prévu à la base. C'est d'ailleurs la fameuse Félix à la table. D'ailleurs, c'est le principal problème que j'avais, c'est justement le thème que j'avais choisi à la base, qui était donc les bannis en droit d'amour du Bossu Notre-Dame, qui était déjà beaucoup trop côté clerc déjà. Donc il m'a pas du tout aidé à m'empêcher de partir dans cette direction-là, bien au contraire. Ah, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai qu'on a cette tendance-là à avoir un concept en tête, et puis en fait, au contact du groupe, on se dit, en fait, si je joue mon personnage de façon complètement radicale, ça ne va pas marcher avec le groupe. Très souvent, moi, je sais que dans mon processus créatif, je me dis, il y a le personnage tel que je me l'imagine, et il y a une version un petit peu atténuée du personnage et de son caractère que je vais jouer avec le groupe. Maintenant, effectivement, cette version atténuée-là, il faut faire attention à ne pas la compléter avec d'autres éléments, mais c'est pas évident. Et puis ça vient de manière organique. Moi, je sais que un personnage, puis il y a les contextes dans lesquels on crée des personnages. Moi, je sais qu'il y avait un personnage, une Aasimar ensorceleuse, qui aurait pu être paladine d'ailleurs, mais bon, elle l'était pas. Vrit pour les intimes. Vérité, mais on était sur un truc où qui prenait pas les accents, donc ça faisait Vrit. Ça fait Vrit. Je sais que je l'ai créé à un moment qui était un peu particulier dans ma vie, donc du coup, la création du personnage était très, très symbolique et très... disons que ça s'appelait Vérité, c'était pas un hasard, quoi. C'était très focus. Et après, une fois que tu la joues, naturellement, le personnage devient plus organique quand tu dois interpréter les personnages, un peu plus moins caricaturaux
parce qu'ils le sont Oui. un peu à l'inverse, c'est beaucoup plus organique au contact même du jeu Bien et sûr. effectivement du groupe. C'est vrai, ouais. D'ailleurs, dans ce cas précis, c'était très drôle, parce que du coup, le personnage s'appelait Vérité, donc on se doute à peu près d'une des notions fortes qu'il y avait. Je crois que je sais plus si c'était le premier scénario ou le deuxième scénario, le personnage était obligé de mentir, sinon le groupe était mort. Je crois que c'était le C'est le deuxième. deuxième. Le premier, le premier appelle. Ah non, attends, non. T'es arrivé après. Mais oui, effectivement. Mais cela dit, c'était probablement involontaire à ce Bien moment-là, sûr. mais c'était un bon challenge. C'est ça. Ça, c'est des trucs mémorables, justement, parce que moi, honnêtement, je me rappelle pas bien de grand-chose, et même du scénario dont tu parles, mais toi, en tout cas, ce scénario-là t'a marqué parce que ton personnage a été challengé, et ça, c'était vachement C'était cool. très intéressant, c'est sûr. Et également, j'aurais dû faire dans l'autre sens, parce que justement, cette fameuse évolution que j'ai tendance à avoir, côté complétionniste sur la question, j'ai parlé des aspects positifs, plus ou moins positifs quand même, mais il y a quand même 2 autres aspects où j'ai tendance à tendre naturellement si je fais pas gaffe. C'est que plus le temps passe, plus mes personnages ont tendance à être taciturnes et jugeants envers les autres. Oui. Ça, c'est quelque chose qui revient, c'est un naturel qu'il faut que je vois. J'avais quand même quelqu'un à une table un jour, à une autre table, qui avait fait cette réflexion, qui avait dit que je jouais bien les connasses, pour le coup. Que j'avais pas super bien pris à l'époque, on se le dise, mais bon, ça ne sort pas de rien. Bon, c'était... Mais du coup, le jour où tu fais un personnage social, est-ce qu'on peut dire que tu joues une resting bitch face ? Peut-être, ouais. Peut-être. Le jeu de mots à 3 dimensions. Ouais. Bon, ce cas bien précis était un petit peu malvenu parce que on jouait libreté, donc on jouait des enfants, donc bon, de particulier. Ah oui. Mais vu que c'était quand même une joueuse avec qui j'avais fait d'autres tables avant, il y a potentiellement un passif aussi avec le reste. Et c'est vrai que les tables à laquelle on peut être, il y avait ce côté un peu taciturne et jugeant qui était revenu sur pas mal de personnages, je trouve. Est-ce que tu as un petit teasing à nous faire pour le mois prochain ? Oui, malgré tout, parce que à la bourre, mais je sais quand même ce que j'ai. Le mois prochain, si tout se passe bien, on va continuer dans la même veine que ce mois-ci, pour le coup. Cool. Vu qu'avant encore, on va encore faire dans l'antifa, mais ouais, ce mois-ci, on est parti dans le passé. Le mois prochain, normalement, on partira plus dans le futur. Oh, eh bien, ça en annonce du lourd, en espérant bien sûr qu'on puisse le faire. Offre non contractuelle dans la limite des stocks disponibles, je sais pas, il faut encore mettre d'autres disclaimers. Bon, bien écoute, si on n'a rien de plus à dire, je vais rappeler que nous avons un Discord qui est dans la description de l'épisode, venez nous poser des questions, venez échanger avec nous. Nous avons un Twitter, Blue Écran Pod, nous avons aussi un compte Blue Sky, dbdle.bsky.social. Nous avons un Facebook qui a le mérite d'exister. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'avais pas posté le lien de l'épisode 10 sur Facebook. Mais bon, voilà. Il faut que je le fasse. Et puis, surtout, souvenez-vous que derrière l'écran, personne ne vous entendra crier. Eh bien, bisous avec les dents de vampire. Et puis, eh bien, à bientôt. À bientôt. What's